Ce que j'ai pu constater en tant que rapporteur, c'est qu'à partir de positions naturellement diverses, de tensions et de craintes, le plus souvent marquées par la méconnaissance de l'autre, les échanges ont permis de construire progressivement des propositions qui sont aujourd'hui largement consensuelles. Je voudrais vous rappeler deux choses. La première qui a déjà été dite, c'est que ces États généraux représentent une œuvre collective qui est partie des associations de patients, de toutes les associations de patients. Et la réussite des États généraux, des EGR, comme on dit, tient à la réunion des différents acteurs dont le dialogue et la discussion ont été sereins et féconds. Les États généraux nous donnent aujourd'hui un nouvel horizon pour les années à venir, l'horizon du bien vivre la maladie rénale chronique. Et nous nous engageons à concentrer tous nos moyens pour un parcours optimisé de cette maladie rénale chronique à tous les stades, conformes aux attentes, aux besoins et aux désirs des patients rapportés dans ces États généraux du Rhin. La question qui nous a été posée, c'est de nous dire pourquoi est-ce que la Haute Autorité de Santé a accepté finalement de participer à cette aventure. Alors, le premier point, c'est la conviction qui est partagée au sein de la HAS sur le fait qu'il est important aujourd'hui que les personnes malades et leurs proches se mobilisent très concrètement et participent au débat qui concerne à la fois la qualité, la sécurité des soins et également leur organisation. Alors l'un des objectifs de l'enquête était de montrer que les patients atteints d'insuffisance rénale terminale et non terminale, je vais vous répondre là-dessus, et qui est aujourd'hui une population tout à fait invisible et inaudible. Alors premièrement qu'ils existaient et deuxièmement qu'ils avaient des choses à dire. Moi, j'ai participé aux EGR en tant qu'animatrice d'une table ronde sur la transplantation. Donc, ces EGR sont une démarche totalement nouvelle en néphrologie. Et c'est d'abord un témoignage, le témoignage de 8600 personnes qui doit être écouté et qui est très instructif. Et c'est aussi une série d'ateliers multidisciplinaires, ce qui a fait leur richesse et leur pertinence, qui ont repris pas à pas le parcours de l'insuffisant rénal en soulignant les dysfonctionnements et les problèmes et qui ont essayé d'apporter des propositions de solutions. Dans ces temps, touchés trop souvent par des violences déshumanisantes, je tiens d'abord à dire que les États généraux du Rhin m'ont permis de vivre une expérience d'une exceptionnelle humanité. On a la chance en France de disposer d'un des meilleurs registres au monde sur la dialyse et la transplantation et qu'une bonne partie, je dirais, des problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui peuvent être objectivés par l'analyse des résultats du registre et ça permet effectivement, comme vous le verrez, c'est la base d'un certain nombre des constats qui sont faits. Ce qui a été proposé, c'est un dispositif d'orientation, d'annonce et d'information qui aura donc pour objectif d'améliorer l'orientation initiale des personnes qui parviennent au stade de suppléance, mais aussi pour la suite de leur parcours de soins, de permettre aux patients le libre choix de leur traitement et enfin d'améliorer leur accompagnement. Alors, les constats qui ont été faits à l'occasion de ces États généraux du Rhin, Alain Tenaillon l'a rappelé, aujourd'hui la transplantation rénale, on sait que c'est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale pour les patients qui peuvent en bénéficier, à la fois en ce qui concerne la qualité de vie, l'espérance de vie et aussi pour le système de santé. Si la transplantation rénale donne les meilleurs résultats, il faut essayer d'augmenter cette activité. Et aujourd'hui, le nombre de patients transplantés est considéré comme trop faible, en tout cas par les groupes de travail qui ont travaillé sur ce problème, et que l'objectif d'ici 2020, ça serait arriver à 55% de patients, avec un objectif d'homogénéisation de l'activité de transplantation et de l'accès à la transplantation. Le constat, c'est, on l'a vu, il n'y a pas aujourd'hui de réponse globale sur l'ensemble du parcours du patient, avec de très fortes discontinuités. Plusieurs personnes ont rappelé que quand on rentrait dans une maladie rénale chronique, c'était pour la vie. Et pour nos enfants, c'est effectivement une vie qui est longue aujourd'hui parce qu'on arrive à les faire vivre. Mais dans quelles conditions? La question a été posée, reposée. C'est un petit peu de ça dont on va parler. Si on veut s'intéresser à la prévention, il faut s'intéresser à la maladie rénale chronique en amont, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont des atteintes rénales avec ou sans baisse de la fonction rénale et dont on estime qu'ils concernent à peu près 10% de la population adulte. Les questionnaires et les tables rondes des États généraux ont montré
que la relation soigné-soignant n'est pas toujours et partout satisfaisante. Le constat a donc été fait de la nécessité d'améliorer cette relation dans le domaine de la néphrologie, de la dialyse et de la transplantation. Les patients doivent pouvoir s'appuyer sur la compétence et le soutien de professionnels à chaque étape, à chaque moment de vulnérabilité, dans tous les moments de fragilité, mais aussi dans les moments de construction de projet. C'est pourquoi nous proposons de garantir l'accès à des psychologues, assistants sociaux, diététiciens, dédiés et formés. Si nous avons pu apporter quelque chose à travers l'état généraux du rein, c'est de penser que le patient, ce n'était pas un organe, c'était d'abord une personne. Et que sans doute, il fallait se préoccuper de son organe, mais que se préoccuper de lui, ce n'était pas indécent. Notre but est de dire, nous sommes là pour donner un contenu concret à la stratégie nationale de santé, et notamment dans sa dimension parcours de soins. Les états généraux du rein ont ainsi permis d'entendre la voix ou de porter la voix des malades, et ceux-ci ont pu exprimer leurs attentes, leurs souffrances, leurs espoirs, leurs aspirations, poser des mots sur ce qu'est leur quotidien. Et en travaillant sur des pistes d'amélioration pour leur propre prise en charge, ils sont devenus des acteurs à part entière de l'évolution de notre système de soins. Cette aventure collective est aujourd'hui sans doute l'un des exemples les mieux aboutis de démocratie sanitaire réalisée dans notre pays. On constate donc qu'il y a de très fortes disparités et de très fortes inégalités dans la prise en charge de ceux qui en sont atteints. Et c'est probablement l'un des enjeux majeurs pour une politique de santé que de faire en sorte qu'il y ait une égalité mieux affirmée, mieux assurée dans à la fois la prise en charge, la prévention, l'accès aux soins, l'accès à la greffe en l'occurrence ou à la dialyse. Et si je suis attachée à la mise en place de parcours de soins, c'est parce qu'il me semble essentiel pour lutter efficacement contre les inégalités de santé, que ces inégalités soient territoriales ou sociales. Je souhaite que le dialogue que vous avez su instaurer lors de ces états généraux puisse se poursuivre, car il sera décisif pour progresser encore sur ce sujet majeur de santé publique, et je souhaite qu'il puisse inspirer la réflexion dans d'autres domaines. En tout cas, je tiens à vous assurer de mon soutien, de l'attention vigilante avec laquelle je suis les travaux que vous menez, et à vous remercier pour votre engagement et votre implication. Merci à tous.